François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le thème dominant sur les marchés aujourd'hui, c'est l'inflation, et pour cause, puisque dans l'esprit des investisseurs, c'est tout de même un facteur à prendre en considération, car dans les années 70, on se souvient que la forte inflation avait induit une chute des PE aux États-Unis, une chute très sensible, donc des valorisations Ouais. des actions. Donc la question de cette inflation est évidemment prégnante. Est-ce qu'on va vers un changement de régime en matière d'inflation ou pas? Alors, le changement de régime, c'est l'objectif des banques centrales. Les banques centrales veulent voir l'ensemble des agents économiques monter leurs anticipations d'inflation, ou plutôt les remonter là où ces anticipations étaient avant le choc de 2008. C'est-à-dire toujours autour de ce fameux 2% d'inflation, qui est la référence sacro-sainte des banques centrales. Pour des raisons qui sont un peu obscures, mais enfin, c'est ça. Or, l'objectif et la leçon que tirent les banques centrales des 10 dernières années, c'est que c'est extrêmement difficile d'atteindre ces 2% d'inflation et ces anticipations, et que les agents économiques se sont habitués même plutôt à faire dériver à la baisse ces anticipations. On a été jusqu'à plutôt 1, 1,5 aux États-Unis, 1% en Europe, 0 au Japon, et c'est contre ce risque de déflation que les banques centrales, aidées désormais des politiques budgétaires, ça c'est la nouveauté depuis quelques années, veulent voir remonter ces anticipations et donc réancrer, changer le régime d'inflation vers 2%. Alors, ce régime d'inflation vers 2%, ce n'est pas le régime des années 70. Non, on est bien d'accord. Voilà. Peut-être qu'on y arrivera après, ça c'est la crainte de certains Oui, économistes. parce que la question, c'est Oui, de savoir si le génie va sortir de la oui, bouteille. oui. Ben, là, donc les accusations contre ces politiques, qu'on peut comprendre, sont des accusations je dirais qu'on joue aux apprentis sorciers. En voulant absolument faire produire de l'inflation, peut-être de manière artificielle, diront les détracteurs de cette politique, eh bien on va simplement créer soit des bulles d'actifs, soit à un moment des excès d'inflation, mais qu'on ne pourra pas vraiment maîtriser, et tout ça pourrait déraper. Donc ça, c'est le scénario de risque. Mais même si les détracteurs ont raison, il faut quand même des étapes. Et la première étape, c'est d'abord de passer, et là tout le monde est d'accord, cette phase de transition, de réouverture des économies, Mhm. goulet d'étranglement dans l'industrie, les composants électroniques qui n'arrivent pas dans les usines automobiles, donc il y a des hausses de prix, donc des pertes de pouvoir d'achat d'ailleurs chez les ménages. Il y a aussi le fait qu'avec la réouverture, les prix des billets d'avion qu'on n'arrivait plus à mesurer remontent. Alors, ils ne sont pas encore au-dessus de là où ils étaient avant le Covid, mais enfin, ils remontent fortement. Pareil pour les chambres d'hôtel. Donc tout ça doit se normaliser. Et ça il va y avoir un coût. Ce coût semble un peu plus élevé que ce que les économistes pensaient il y a quelques semaines. Mais bon, après, les prochains chiffres pourront se surprendre aussi dans l'autre sens. Donc, c'est difficile de dire quelque chose de quantifié. Mais tout le monde est d'accord pour dire que la transition est un peu douloureuse ici et là. Même si, évidemment, elle est très favorable, puisque ça veut dire réouvrir l'économie, ça veut dire un boom du PIB, etc. Donc, c'est quand même plutôt favorable. Et dans cette transition, il faudra vérifier, et c'est ça le message de la Federal Reserve en particulier, il faudra vérifier que le taux de chômage rebaisse bien et très vite là où il était avant la crise. Donc ça, c'est pas fait encore. On est à 6% de chômeurs, ils visent 3,5%, là où on était avant la crise. Donc il y a encore beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça que la Fed a ce discours que certains critiquent parfois, mais elle ne peut pas agir contre l'inflation de transition. Les composants électroniques n'arriveront pas plus vite dans les usines automobiles si la Fed monte Mhm. ses taux. Il n'y a aucune chance. Et puis, deux, elle veut absolument vérifier que une des transmissions de l'économie à l'inflation, qui est le marché du travail, se normalise. Or, on est trop loin encore de cette étape-là. Alors, on a bien compris qu'il y avait des étapes à franchir Voilà. pour arriver au dérapage, mais en même temps, on a quelques signaux d'alerte qui commencent à clignoter, je ne vais pas dire furieusement, mais assez notablement. Alors, le marché du travail, parlons-en, on a pas mal d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues Oui, aujourd'hui, oui. alors qu'on a un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé qu'avant crise. Mm. Donc on voit bien qu'il y a peut-être, c'est une interprétation possible, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais peut-être un décalage entre le type d'offres
d'emplois proposés et finalement le réservoir d'emplois à disposition, c'est-à-dire que peut-être que les entreprises recherchent plus d'emplois qualifiés, ce qui veut dire que dans ce domaine de l'emploi qualifié, on va avoir peut-être des pressions salariales plus importantes, ce qui pourrait militer pour de l'inflation. Dans le même temps, c'est une des craintes, en effet, de certains économistes de voir le génie sortir de la bouteille parce qu'on appuie à fond sur le levier monétaire, enfin la pédale monétaire même, budgétaire, pardon, excusez-moi, avec le plan Biden. Là, ce sont les craintes de Larry Summers qui dit que là, on en fait trop, on donne trop d'argent, et puis que cet argent, en plus, il va être directement utilisé par les ménages, puisqu'on le leur distribue. Donc ça aussi. Et puis, d'un autre côté, on a aussi les matières premières qui s'emballent. Et vous mentionniez un certain nombre d'éléments, mais la transition énergétique fait partie des facteurs potentiellement inflationnistes. Absolument. Est-ce que, du coup, même si je conçois bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étapes avant d'en conclure qu'on va vraiment vers un gros dérapage, d'étapes à franchir, est-ce que structurellement, on ne va pas vers une inflation plus forte que ces 2%, et donc une inflation qui va même au-delà des intentions des banques centrales? Encore une fois, je veux vraiment répondre avec cette idée des étapes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord constater un plein emploi. Alors on a déjà des expériences par rapport à la question très importante de l'adéquation du marché du travail et de ce que ça peut créer comme inflation salariale. On a déjà eu plein d'expériences de ce type avant la crise du Covid. Par exemple en Allemagne, dans l'industrie et dans l'industrie de la construction aussi, donc l'industrie manufacturière et de la construction, qui a été en plein boom pendant plusieurs années, les entreprises disaient qu'elles n'arrivaient plus à recruter de main-d'œuvre locale, etc. Et elles avaient vraiment des gros problèmes. Mais il n'y a pas eu d'inflation salariale pour autant. Donc, ce qui est important de comprendre dans ce que font les banques centrales, c'est qu'elles tirent les leçons de toutes ces expériences. Quand il y avait 3,5% de chômeurs aux États-Unis en 2019 et que l'inflation salariale était insuffisante, ça nous dit bien quelque chose. Or, en 2019, il y avait beaucoup de secteurs où il y avait des goulets d'étranglement, où il y avait une inadéquation du marché du travail. Donc, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, et que ni la Fed ni les économistes prétendent comprendre aujourd'hui, mais ils constatent cette sous-performance de l'inflation par rapport aux indicateurs traditionnels que vous mentionnez, et donc ils en tirent la conclusion que l'économie mondiale a une façon de produire de l'inflation qui n'est probablement pas la même qu'avant et qui réclame beaucoup plus d'efforts budgétaires et monétaires, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de dynamique, et c'est cette dynamique que les banques centrales veulent influencer. Et c'est pour ça qu'elles sous-réagissent. Elles sous-réagissent parce que ce qui serait très dangereux pour les marchés aujourd'hui, ce serait de voir les banques centrales réagir en disant « je n'aime pas cette inflation, je vais monter mes taux d'intérêt ». On a fait l'expérience en 2011 en Europe. On a fait quelques... Ça fait de lourd. Voilà, et ça a eu des effets très négatifs. Donc, le problème, c'est qu'on est dans un monde où, si jamais vous faites ça, vous retrouvez le thème de la déflation en 2 mois. Donc, il faut faire très attention. Et pour l'instant, le consensus semble très solide. Et de toute façon, il y a une arme dans l'attirail et dans le discours de la Fed. C'est un discours à 3 niveaux. La transition, on en a déjà parlé. Le marché du travail, on vient d'en parler. Donc, elle attend de voir ce plein emploi réel qui va même au-delà d'un taux de chômage très bas. Et puis, il y a une arme qui est ce qu'on appelle le tapering. Le tapering, ça consiste à dire, déjà, la Fed nous dit que dans les mois, les trimestres qui viennent, elle va commencer à parler de réduire ses achats d'actifs sur le marché. Pourquoi ? Pour gérer cette question des anticipations d'inflation à long terme. Si les anticipations d'inflation à long terme, qui remontent aujourd'hui, remontent un peu trop vite ou un peu trop fort, il y a cette option de dire, OK, bon, on va faire un petit peu de rachat, de diminution de notre programme de rachat d'actifs pour calmer les esprits. Mais là aussi, quel est le bilan ? Ou quelle est la photo ? La photo, c'est que les anticipations d'inflation à long terme, je dis bien à long terme, pas les 2-3 prochaines années, qui effectivement,
où on va avoir un supplément d'inflation, matières premières, goulets d'étranglement, tout ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais sur le long terme, donc ça c'est mesurer ce qu'on appelle le 5 ans dans 5 ans. Ça se mesure sur les marchés. Bon. Eh bien, on est toujours sur des niveaux inférieurs à ce qu'on avait avant 2008. Il nous manque 30-40 points de base aux États-Unis. Ça a bien progressé, hein, mais il manque 30-40 points de base. En Europe, il manque plutôt presque 100 points de base. Et au Japon, il manque 150 points de base. Donc, du point de vue des banques centrales, les anticipations d'inflation qui sont inscrites dans les marchés sont toujours trop basses. J'entends bien le point de vue des banques centrales. Voilà. Et vous avez raison de le rappeler, c'est leur opinion. Mais c'est aussi l'opinion des investisseurs, puisque ces prix sont des prix de marché. Certes, mais la crainte formulée par tous ceux qui redoutent un dérapage inflationniste, voire chez certains une hyperinflation, c'est que la prodigalité monétaire des banques centrales, qui a été tout de même inouïe pour faire face à l'ampleur du choc, faut bien, oui. Elle a été proportionnée à l'ampleur du choc, mais elle est tout de même considérable. Cette prodigalité monétaire finisse par créer un choc inflationniste aussi. Alors, le choc est voulu. Il y a une partie du choc qui est voulu. C'est un peu comme un électrochoc, c'est-à-dire que les banques centrales et aussi quelque part les économistes qui conseillent les gouvernements ont pris l'occasion du Covid pour sortir des tendances déflationnistes, il faut tenter cet électrochoc. Ça réussira ou pas. Je n'ai pas d'opinion a priori là-dessus. Mais on comprend l'idée. L'idée, c'est de tenir compte, de faire le bilan des 10 dernières années, pas assez d'inflation, qui a produit tout un certain nombre de problèmes, y compris sur le marché du travail avec les salaires. Et donc, on veut tenter la réflation. Et donc, il y a une partie du choc qui est voulue. Après, il est tout à fait possible, certains le disent, comme Larry Summers par exemple, ancien secrétaire du Trésor de Barack Obama, démocrate, donc pour Biden, mais qui critique la taille et la nature du plan. Et il a peut-être raison, peut-être que ce plan, il aurait été préférable de l'étaler sur plusieurs années, etc. Il y a une partie de ces arguments qui sont entièrement recevables. Mais en même temps, si on veut créer un choc psychologique, il faut bien faire quelque chose qui embarque les émotions. Et donc, pour réancrer, il faut quand même se souvenir, il y a 2-3 ans, certains économistes qui critiquent les banques centrales disaient que les banques centrales avaient tort de vouloir faire remonter l'inflation. Donc, alors maintenant, et que c'était impossible de la faire remonter. Et maintenant, on les critique parce qu'ils les feraient remonter trop. Bon. Parce que la réalité, on verra. Peut-être qu'il y aura des dérapages, peut-être qu'il y aura trop d'inflation dans les années qui viennent et que Larry Summers aura peut-être raison, c'est tout à fait possible. Mais il y a des étapes. Voilà. Et pour l'instant, ni les données de marché, ni les anticipations d'inflation à long terme, ni les données du marché du travail, ni aussi, parce qu'on parle des États-Unis là, et le Japon et l'Europe sont toujours dans l'incapacité de produire des anticipations d'inflation normales. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, par exemple, sur le plan européen. Cette arme budgétaire européenne, pour l'instant, elle est quand même handicapée par des problèmes politiques. Il faut que la Finlande vote ce plan, c'est toujours en jachère. La cour allemande de Karlsruhe a quelque chose à dire. Donc, on n'est pas encore sûr de quand l'argent va arriver. Et puis, il y a un grand débat qui anime les économistes, c'est de savoir quel est le multiplicateur. Est-ce que cet argent, des 750 milliards d'euros, va réussir à produire 0,5 ou 1% de plus de croissance, ou 1,5 ou 2 ? Voilà, il y a un débat là-dessus. Mais si les obstacles politiques sont levés, l'Europe devrait quand même participer aussi un peu au jeu. Mais il y a une petite incertitude là-dessus. Et puis il y a le Japon, qui lui a tenté cette expérience. Et on avait accusé M. Abe et M. Kuroda, enfin les critiques avaient accusé M. Abe et M. Kuroda en 2012 d'apprentis sorciers. On a vu, il y a eu dévaluation du yen, d'énormes déficits publics et des taux zéro, et une quantitative easing absolument énorme. Ça a produit un peu d'inflation pendant 2 ans, mais un peu. On est passé de 0 à 1,5, et puis derrière, ça a rebaissé. Donc, finalement, le débat reste ouvert. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre d'une manière définitive à la question que vous posez. On verra, mais il y a des étapes.
Et ce sont ces étapes qui sont centrales pour l'allocation d'actifs. Parce qu'à la fin, on parle de ça. Alors justement, revenons-y, puisque Voilà. c'était le point de départ tout de Oui, même. oui. Si j'évoquais l'inflation, c'était Mm. bien évidemment dans une perspective Ouais. d'investissement. Dans ce contexte où on a une volonté reflationniste manifeste, bon, des dérapages peut-être à venir, mais on n'en est pas On n'est certain. pas certain. Euh, Est-ce que tout de même l'obligataire n'est pas à prendre avec des Voilà. pincettes? Donc si on pense que cette politique réflationniste va réussir, voire trop bien réussir, ça c'est le scénario de l'hyperinflation ou de l'inflation des années 70, réussir ou trop bien réussir, à ce moment-là on est dans une situation où on ne peut pas acheter d'obligations. Et moi je ne sais pas si ça va réussir ou trop bien réussir, mais il est probable que ce soit un des deux scénarios, selon moi. Donc dans les deux scénarios, on ne peut pas avoir d'obligations. Si l'inflation remonte à 2% et que les taux finissent avec le temps par remonter, eh bien les obligations vont perdre en valeur boursière. Donc ça, c'est extrêmement embêtant parce que les obligations, bah, vous savez que l'approche patrimoniale consiste à diversifier. Or, si on ne peut plus diversifier entre actions, obligations et cash, on perd quelque chose qui a été très précieux, la baisse de la volatilité qui est induite par la diversification. Ben là, on ne peut pas. Donc, on enlève les obligations de son portefeuille patrimonial et on n'a plus que des actions et du cash. C'est pas simple. C'est beaucoup moins simple, beaucoup moins confortable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que ben, entre les actions et le cash, il y a un écart de volatilité énorme, évidemment, un écart de rendement aussi énorme. Le cash rapporte, enfin c'est négatif, les taux sont négatifs en Europe. Donc ça pousse quand même à faire des actions. Les actions sont chères, mais quand on compare les actions à d'autres actifs, que ce soit l'immobilier, le cash, les bitcoins, tout ce que vous voulez, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est très cher, mais c'est moins cher que les autres. Donc la valorisation nous conduit plutôt vers les actions, surtout quand on le voit au niveau mondial, parce que souvent on s'inquiète beaucoup de la valorisation de Wall Street. Ça, c'est un Oui, graphique qu'on voit apparaître, voilà. justement, qui compare la valorisation des actions américaines Oui. à celle des actions Voilà. mondiales. Et Wall Street a énormément monté en valorisation parce que une part de plus en plus importante de sa capitalisation est rassemblée sur les GAFAM, quoi, quelques valeurs qui sont des valeurs de croissance. Très très fortes. On l'a vu encore avec les résultats du premier trimestre de Google, Facebook, etc. C'est absolument explosif. Donc on ne parle pas de la même chose. Mais si on rassemble tout ça, on voit que bon, les actions sont chères dans le monde, elles sont très peu chères dans beaucoup d'endroits dans le monde, hein, en Europe, au Japon, où c'est même parfois carrément donné, hein, en relatif. Globalement, elles sont moins chères. Il manque, on pourra dire qu'avec les taux des obligations, les obligations ont un rendement réel négatif, hein, hors inflation négatif, alors que le rendement réel des actions se situe plutôt autour de 4% aujourd'hui, 4-5%. Voilà. Mais beaucoup plus volatile. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on fait des actions et du cash. Aujourd'hui, puisqu'il y a cette confusion autour des chiffres d'inflation, parce que aussi les investisseurs ont compris que la croissance allait être là, la réouverture est là, donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans les prix, il me semble raisonnable de ne pas trop s'exposer, donc avoir plutôt une approche prudente dans la location, des actions mais pas trop. Puis après la question de qu'est-ce qu'on met dans la poche action. J'allais vous poser la question. Voilà. Alors, quelles sont les thématiques qui, selon vous, devraient émerger ou en tout cas surperformer dans les mois qui viennent? Alors, il y a deux thématiques qui me semblent pouvoir tenir le coup aujourd'hui et avoir une certaine logique. La première, qui est probablement condamnée à disparaître d'ici la fin de l'année, c'est ce que j'appellerais les secteurs et les valeurs post-Covid, c'est-à-dire toutes les entreprises et les secteurs qui ont énormément souffert du Covid dans leur bilan, dans leur activité. Donc là, vous avez évidemment hôtel-restaurant, vous avez l'aérien, les compagnies aériennes, vous avez les banques, les assurances. Enfin, ça a été quand même très, très particulier. Vous allez avoir des recapitalisations, en tout cas vous avez des risques de recapitalisation. Donc toutes ces primes de risque sont encore assez fortes. Et il est probable, je ne dis pas sûr, mais il est assez probable que la fin du Covid, en tout cas si elle est suffisamment
avérés pour normaliser l'activité dans ces secteurs, produisent quand même des chiffres d'affaires très importants et des rattrapages. On le voit aujourd'hui aux États-Unis ou en Europe, les ménages se précipitent sur leur ordinateur pour aller réserver des chambres d'hôtel, des billets d'avion, etc. Donc c'est quelque chose qui repart très très fort. Et ça nous semble une thématique qui peut durer encore quelques mois. Voilà. Et puis il y en a une deuxième qui est beaucoup plus long terme, et où le court terme et le long terme se rejoignent. C'est une thématique qui est à la fois de réflation et de transition vers l'économie verte. Donc ce que j'appellerais relance verte. Il n'y a quasiment pas un pays aujourd'hui où vous n'avez pas un grand plan, un grand Green Deal, un grand plan de relance verte. Vous avez le plan Biden qui est en discussion, vous avez le plan européen où il manque encore quelques signatures pour faire arriver l'argent. Vous avez la Chine qui a un plan extrêmement ambitieux de dépollution et de décarbonation. L'Inde aussi qui vient de publier le sien. Donc c'est quelque chose qui est très général au monde et qui va produire quoi? Va produire, c'est l'idée de rendre l'économie donc moins carbonée. Donc c'est l'électrique, et ça réclame aussi des matières premières industrielles parfois très polluantes. Donc il faut faire très attention, surtout quand on gère avec dans un cadre de l'ISR, ce qui est le cadre d'Orval Asset Management. Donc l'univers est assez restreint, mais il faut bien avoir conscience qu'effectivement les matières premières industrielles et les prix des matières premières industrielles vont monter. Et ça crée de l'inflation d'ailleurs. C'est de l'inflation localisée, c'est les prix relatifs qui montent à cause de ces plans verts. Mais vous avez aussi tout un écosystème autour de ça. Les entreprises de services qui vont aller conseiller les entreprises de construction dans la façon de faire des smart grids. Voilà. Tout ça, c'est un univers très complexe et très grand. Il y a des centaines, peut-être plusieurs centaines de valeurs dans le monde qui répondent à cette thématique de la relance verte. On parle de grandes valeurs, là, de grandes capitalisations. De grandes valeurs. Et après, nous, on restreint l'univers aux sociétés qui satisfont nos critères ISR. Oui, ça, c'est votre cuisine interne. Mais de plus en plus de gens le font. Oui, ça va. C'est quasiment une condition bien sûr, qui s'impose au marché aujourd'hui, avec tout de même des effets de bord qui peuvent aussi être un peu problématiques, puisque si on s'interdit d'investir dans certaines entreprises, on pourra peut-être avoir des impacts après et créer de nouveaux goulets d'étranglement. Absolument. Non, de toute façon, le monde là, est organisé effectivement pour créer un certain nombre de goulets d'étranglement dans ces secteurs-là, et donc des effets de prix relatifs qu'on peut capter par les profits. Je m'arrête quelques secondes sur les GAFAM, parce que ce sont quasiment des obligations pour certains. Certains les comparent, disent, voilà. Donc, en tout cas, des actifs à duration longue, dans le jargon technique. Certains les décrivent comme ça, en tout cas très sensibles au taux. On a vu que les GAFAM commençaient un peu à voir leur valorisation décliner. Alors, elle reste très élevée, entendons-nous. On n'est pas sur... En tout cas, sur des valorisations basses. Je ne sais pas si on est sur les points d'entrée, mais en tout cas, on n'est pas sur des valorisations basses. Est-ce que ce moteur des marchés, si on va vers le scénario de la reflation, ne va pas, non pas s'effondrer, mais un peu caler tout de même? Alors, c'est un point très, très important et comme souvent les points importants, très complexes. En particulier, je n'achèterai pas trop l'idée de ce qu'on appelle les durations longues. Les durations, c'est un mot qui vient de l'obligataire. Et appliquer des règles obligataires au monde des actions, ça me semble très dangereux. Donc, je ne suis pas trop dans cette théorie-là. En revanche, ce que je constate, c'est que depuis le mois de septembre 2020, on a bien une baisse de la valorisation des GAFAM et de certaines grandes valeurs de croissance de ce type. Et donc un dégonflement de ce qui apparaissait quand même comme une bulle aussi. Et ça, c'est plutôt encourageant. Je mettrais aussi la baisse du Bitcoin plutôt là aussi dans cette catégorie d'éléments encourageants, parce qu'un des grands risques pour 2021, c'était de voir exploser les valorisations encore plus et de se retrouver avec un scénario à la 99-2000. Là, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais depuis 6 mois, ça s'est calmé. Le PER des GAFAM est passé d'à peu près 35 à 27, donc c'est une baisse de presque 10 points, c'est quand même sensible.
27, ce n'est pas absolument monstrueux, hein, ce n'est pas les 40, 60 qu'on avait en 2000. Donc il y a une accalmie de ce côté-là. Je ne sais pas à quel point elle est liée au taux d'intérêt. Moi, à mon avis, elle est plutôt liée au fait que les GAFAM ont été perçus, et d'autres valeurs, comme des gagnants du Covid, et des gagnants aussi de la stagnation séculaire, parce que la stagnation séculaire favorisait l'idée que les profits étaient captés par un tout petit nombre d'entreprises, alors que la réflation dans laquelle on est, et la réouverture de l'économie, c'est la diffusion des profits à pratiquement tous les secteurs. Et si n'importe quelle société est capable, dans cette phase conjoncturelle, hein, ça ne va pas durer, mais disons pendant 1 an ou 2, de faire 20% de croissance des profits, les GAFAM qui font 15-20% apparaissent moins extraordinaires provisoirement. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. En revanche, je pense que effectivement, la baisse de la valorisation des GAFAM doit être vue comme positive. Elle réduit le risque, elle n'annihile pas, mais elle réduit le risque de voir un profil un peu dramatique à la 99-2000 sur les marchés. La proportion de cash et d'actions dans un portefeuille de particulier, là j'entends, oui. Hein, vous êtes un professionnel certes, mais pour un particulier, elle doit être de combien? Le ratio doit être de combien? Alors ça dépend toujours du profil de risque de l'investisseur. Bien sûr. Ça, c'est la règle d'or. De l'appétence au risque. Ça la règle d'or. Ce qu'on appelle un profil équilibré. Donc, un profil équilibré, je pense qu'il faut viser autour de 40% d'actions aujourd'hui. Et si la confusion actuelle autour de l'inflation, de la transition, crée des opportunités, une correction, à ce moment-là, elle est plutôt vers 50 pendant l'été. Bon, bah écoutez, François-Xavier, merci. On surveillera ensemble l'inflation. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet. C'est certain. En tout cas, merci. Merci Vincent.